Bonsoir. Les légendes sont souvent trop belles quand elles entourent les moments de mystère qui nimbent les plus grands génies de ce monde, et particulièrement leurs derniers moments, avant que l'histoire ne s'en empare. Eh bien non, Mozart n'a pas inachevé son requiem parce que la mort l'a fauché après les dernières notes du Lacrimosa. Eh bien non, aucune raison de croire au mystérieux émissaire masqué et tout de noir vêtu, pressant Mozart d'écrire un requiem dans le secret, sorte d'émissaire de la mort dont Mozart eut en vain conjuré la fatale venue en remettant à plus tard les dernières pages de ce qui deviendrait, au-delà des multiples enjeux et tentatives d'achèvement dont il fut l'objet, la messe des morts la plus illustre de l'histoire de la musique. Pourtant, il est un fond de vérité. C'est pour l'excentrique comte Franz von Walseck, l'histoire est aujourd'hui bien connue, que Mozart écrivit son requiem. Le comte, mélomane, musicien qui taquinait la muse à ses heures et avant tout faussaire mégalomane devant l'Éternel, n'en était pas à son premier essai. Dans la circonstance, éploré de la disparition récente de sa jeune épouse, il décida de représenter un requiem à sa mémoire. Jusque-là, rien que de très noble. Le hic, c'est qu'il voulut faire croire que le requiem qu'il comptait représenter était de sa propre plume. Raison pour laquelle, on le comprend aisément, la commande se devait de rester secrète et anonyme. Une condition que Mozart accepta, de gré ou de force, sans doute surtout à l'incitation de sa femme Constance, tant les émoluments de la commande étaient substantiels et la famille Mozart dans une pénible dèche financière. La mort de Wolfgang devait évidemment compromettre ce plan dérisoire et par la suite révéler la supercherie imaginée par Walseck. Bref, si Mozart ne termine pas son requiem, c'est qu'il est amené à l'interrompre par ses deux derniers opéras. La Clémence de Titus, pour Prague, où il avait connu ses plus grands succès, dont Don Giovanni, et puis La Flûte enchantée, qu'il avait largement commencé au moment de la Clémence de Titus et dont il termina les derniers morceaux dès son retour à Vienne. Mozart mourra d'une brève et mystérieuse maladie le 5 décembre 1791, en plein dans les représentations, au demeurant triomphales, de la flûte, alors que l'opéra avait vu le jour le 30 septembre, 2 mois auparavant. Le célèbre concerto pour clarinette fut écrit en octobre et une petite cantate maçonnique pour 3 voix d'hommes, chœur et orchestre en novembre, la dernière œuvre signée par Mozart. L'idée est lâchée. Elle ne pouvait que l'être. La Flûte enchantée a été abondamment commentée à la lumière de sa dimension maçonnique. L'engagement de Mozart en tant que franc-maçon à la fin de sa vie, comme l'était également Joseph Haydn par exemple, étant de la plus grande importance pour lui. Même si on a dit à ce sujet beaucoup de choses et leur contraire, cette insertion de l'opéra de Mozart dans l'évocation multiple de l'engagement maçonnique, des idéaux maçons, des rites initiatiques, est certes incontestable. Mais il est au même titre exagéré de réduire la Flûte enchantée à cette seule et unique dimension, alors que l'œuvre est à ce point multiple qu'elle étonne, déconcerte et émerveille à chaque instant. La loge zur Wohltätigkeit, la bienfaisance, où Mozart entre comme apprenti en 1784, le voit gravir rapidement les grades. Il est compagnon en 1785, devient maître en 86, à une date restée non précisément connue d'ailleurs. Une société où se fondent nobles et roturiers, comme c'était le cas à Vienne, avait tout pour plaire à Mozart. Cette société n'a alors rien de secret, comme aimeraient à le faire croire les amateurs de mystère, ainsi l'empereur, franc-maçon lui-même, le reconnaissait bien évidemment, ni anticléricale comme elle le sera au XIXe siècle. On évoquera ainsi à la même époque que des prélats, tels le très éclairé prince-évêque de Liège, François-Charles de Velbruck, décédé quelques années auparavant, étaient des grands francs-maçons patentés. Mozart y trouva sans nul doute l'idéal de fraternité ainsi que le sens élargi du divin qui dut lui parler intimement. Quelques années plus tard, il devait illustrer de la manière la plus accomplie qui soit, à travers la Flûte enchantée, qu'il avait assimilé la sagesse la plus profonde de ses enseignements. Qu'en est-il des traces patentes de trame maçonnique chez Mozart ?
une symbolique des tonalités qui traverserait ses œuvres ultimes privilégierait le chiffre 3. L'ouverture d'abord et ses 3 grands accords initiaux, le retour de cette batterie trinitaire au milieu de la pièce avant le développement, et en mi bémol majeur, la tonalité solaire, les fameux 3 bémols à la clé. Pourtant, à regarder de plus près, les scènes en mi bémol, l'ouverture exceptée et la fin triomphante de l'opéra, néanmoins ne sont pas à vrai dire des scènes qui ont à voir avec l'initiation. Et les grandes scènes avec Zarastro et les prêtres, par exemple, qui sont, elles, clairement le reflet des initiés francs-maçons, sont en ré majeur, mi majeur ou fa, avec des armures où ont disparu toutes les traces triangulaires, dirons-nous. Mozart n'était pas, comme Jean-Sébastien Bach, friand et grand connaisseur de la dimension cachée des nombres, et la pensée musicale et ses exigences prédominaient sur toute considération d'ordre extramusical. Ceci dit, il serait tout aussi absurde de voir des symboles maçons partout et d'exclusivement interpréter la flûte en ce sens que d'ignorer, au contraire, cette dimension spirituelle prégnante et de ne voir dans l'opéra qu'une géniale et bien hétéroclite féerie, à cheval entre le burlesque parfois et le sublime souvent. Le prince Tamino est chargé par la reine de la nuit d'aller délivrer sa fille Pamina des prisons du mage Zarastro, présenté comme un tyran. Guidé par les 3 dames de la reine, Tamino est surtout accompagné de Papageno, un oiseleur glouton dont la couardise contraste avec la noblesse et le courage de Tamino. À Papageno revient un carillon et à Tamino une flûte magique. 2 instruments qui les aideront dans leur périple qui s'avère vite chemin initiatique. Mais Tamino découvre au cours de son voyage que les forces du mal ne sont pas du côté de Zarastro, mais de celle de la reine de la nuit. Cette dernière l'a trompée et elle est prête à tout pour se venger de Zarastro, qu'elle déteste. Truffé de mise à l'épreuve, le parcours de Tamino pour délivrer et conquérir Pamina se charge de symboles qui, de scène en scène, les mènent tous deux vers l'amour et la lumière sous la sagesse bienveillante de Zarastro. La reine de la nuit et sa suite finissent anéantis et c'est le triomphe sur l'ombre de la lumière. En fait, l'histoire, si elle est bien connue, est en effet en apparence un joyeux bric-à-brac qui va dans tous les sens. On pourrait davantage traduire plaisamment comme ceci l'histoire et la réécrire. Un prince valeureux en parole, mais il faut bien le dire, pas très futé en action, une jolie princesse captive comme il se doit, mais on sait que c'est pour son bien, une mère poule éplorée, la reine de la nuit, dont on saura plus tard qu'elle est surtout une mégère maléfique, un pontife un peu hiératique, Sarastro, qui persécute les 2 tourtereaux, on se demande bien pourquoi, et aussi d'ailleurs, mais qui est en fait le grand sage gardien du temple de la bonté et de l'équité. Ajoutez à cela un oiseleur insouciant, trouillard, qui ne songe qu'à se goinfrer et à se dénicher une petite amie. Ajoutons en vrac 3 fées, 3 enfants, des prêtres, une procession, une sorcière qui se transforme en jolie fille, un carillon qui fait danser les gens, tout aussi magique que la flûte qui calme les bêtes féroces, comme le faisait Orphée avec sa lyre, un dragon, des orages, enfin, tout cela est mignon et truculent, mais somme toute assez ingénu. N'était le fait que cela s'insère dans un écrin idéologique subtil, voire ésotérique aux antipodes du populaire, du pittoresque des personnages et des péripéties. Voici aussi la solennité sacrale de l'Égypte ancienne, le manichéisme zoroastrien, le culte du soleil, l'intronisation et l'accueil des jeunes initiés, et sans doute par-dessus tout l'affirmation vibrante de l'humanité primordiale et égalitaire. Là est sans doute Mozart au plus profond dans l'affirmation des idéaux maçonniques. Chacun recherche et reçoit ce qui lui est dû, sans condescendance. La quête de Papageno, en parallèle à celle de Tamino, et que l'on jugerait trop vite comme vulgaire et sans commune mesure à celle de son maître, son bonheur tout simple à lui accorder tout au bout des épreuves qu'il subit, malgré lui, dans le sillage de Tamino, est loin d'être dévalorisé par Mozart, bien au contraire. Sa bienveillance et sa tendresse seraient peut-être même davantage du côté des humbles que des êtres appelés au sublime. À chacun de faire fructifier ce qui lui revient, c'est la parabole des talents.
C'est l'ami chicané d'un impresario, intrigant, roublard, auteur, directeur du théâtre Auf der Wieden, metteur en scène, musicien et baryton. C'est lui, qui fut évidemment le premier Papageno, qui signe ce merveilleux fatras, à moins, comme d'aucuns l'ont suggéré, que tant livret que musique, a-t-on été jusqu'à imaginer, soit un résultat collectif où chaque protagoniste aurait apporté sa pierre à l'édifice, incarnant en cela un certain idéal des francs-maçons. Quelle importance, finalement! La flûte donnait l'occasion à Mozart d'exprimer ce qui lui tenait profondément à cœur, l'égalité des hommes devant la vie et la mort, c'est l'enseignement de la vanité lors de l'initiation, la vraie noblesse, celle du cœur qui engendre fraternité et entraide. Les mises en œuvre symboliques qui traversent l'œuvre, si importante, bien sûr, en fin de compte, restent des moyens, importants certes, mais des moyens, et ne sont pas en soi un absolu gage de beauté. Ce qui importe, c'est le devenir musical de ce symbolisme alors tellement en vogue sous la plume de Mozart. Il adorait sa flûte, Mozart, même s'il n'en eut pas beaucoup le temps. Il nous a, précieux testament, laissé nombre de témoignages sur sa création, les répétitions, la première, les anecdotes en prise directe, les plus émouvantes ou savoureuses. Le 30 septembre 1791, donc, Mozart dirige la première de la flûte enchantée. Nous sommes 66 jours avant sa mort. Mozart écrit à sa femme, en voyage à Baden, Mozart, qui, s'il dirigeait la première, ne dirigeait pas tous les jours, assiste à toutes les représentations. Il signale à sa femme que la scène avec le Glockenspiel et les pièces les plus populaires sont bissées tous les jours. Mais il écrit surtout « Ce qui me réjouit le plus, c'est le succès qui s'affirme par le silence. » Un autre témoignage vaut son pesant d'intérêt. À 6 heures, je suis allé chercher Salieri et la Cavalieri, et je les ai amenés dans la loge. Tu ne peux croire comment tous les deux ont été aimables, comme non seulement ma musique, mais le livret, tout l'ensemble leur a plu. Ils ont dit tous deux que c'est là un opéra digne d'être représenté dans les plus grandes festivités, devant les plus grands monarques, et qu'ils viendraient sûrement l'entendre très souvent, car ils n'ont encore vu plus beau et plus agréable spectacle. Lui, il a écouté et regardé avec plein d'attention, et depuis l'ouverture jusqu'au dernier chœur, il n'est pas un morceau qu'il ne lui ait arraché un bravo ou un bello. Il n'en finissait pas de me remercier de ce plaisir. Beau témoignage sur le fameux Salieri qu'une légende bizarre accusa d'avoir par jalousie empoisonné Mozart, une histoire relayée d'ailleurs d'abord par Pouchkine, dont Rimsky-Korsakov fit un opéra, Mozart et Salieri, une légende que le film magnifique de Miloš Forman, Amadeus, raviva malgré lui, alors que l'on sait qu'il s'agit là du délire du vieux Salieri qui réinvente l'histoire de sa vie, obnubilé par l'éclatant génie du jeune compositeur. Salieri, qui admirait la flûte à ce point, empoisonneur de Mozart. Quoi qu'il en soit, à la mi-novembre, Mozart, exténué, doit s'aliter. La flûte enchantée atteint les 30 représentations, le succès est grandissant. Il lui est désormais impossible de se rendre au théâtre, et c'est Constance qui raconte. Il gardait sa montre à la main, la suivait des yeux et disait, après que le temps de l'ouverture fut écoulé, « Maintenant, c'est le premier acte » ou bien « Maintenant, c'est le moment, à toi, reine de la nuit ». Le 3 décembre, 2 jours avant sa mort, il dit encore « Je voudrais tellement encore entendre une fois ma flûte enchantée ». Et il fredonna d'une voix à peine audible « Der Vogel fänger bin ich ja », l'air de Papageno. Le Kapellmeister Rosen, qui était venu à son chevet, se leva, se mit sans rien dire au piano et chanta cet air avec lequel Papageno fait sa joyeuse entrée dans l'opéra. Mozart, une dernière fois, en fut rempli de joie.